Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de Major Blesses et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre webinaire à la découverte de l'armée de terre. Alors aujourd'hui, on sera avec Guillaume qui est officier psychologue et vous allez voir qu'au travers de son témoignage, vous allez découvrir l'armée de terre différemment. Alors, pour commencer et me montrer que vous êtes bien là et que ça fonctionne, je vous invite à utiliser le chat qui se trouve en bas à droite et m'adresser un petit bonjour comme l'a déjà fait Caroline, Raphaël, Anaïs, Sylvie. Ravie de vous avoir avec nous. Bonjour Enzo, n'hésitez pas aussi à me dire si c'est la première fois que vous participez à nos webinaires ou si vous avez l'habitude d'être avec nous et que vous connaissez déjà plein de choses sur l'armée de terre. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver si c'est pas la première fois puisqu'on a déjà fait pas mal de webinaires et ravie de vous partager plein d'informations sur l'armée de terre. Vous allez voir, aujourd'hui, on va faire un webinaire un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Dans quelques instants, Guillaume, qui est notre officier psychologue, va nous rejoindre. Vous allez voir, vous allez découvrir l'armée de terre au travers de son regard et de ses missions. Et ça va être pendant les 30 premières minutes. C'est moi qui vais avoir la chance de poser plein de questions à Guillaume. Pendant la deuxième partie du webinaire, c'est vous qui prenez la suite et c'est vous qui allez poser des questions. Pour ça, et pour m'aider à poser vos questions et celles qui vous intéressent vraiment à Guillaume, je vous invite à utiliser l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat et de me préciser votre prénom, votre formation, l'endroit où vous étudiez et votre question. Ça va m'aider à mieux poser et mieux donner du contexte à Guillaume pour qu'il y réponde au mieux. OK ? C'est génial, je vois qu'on a plein de monde ce soir. On a des filles, on a des garçons. C'est assez varié. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Guillaume à me rejoindre. Magie du direct. Vous allez voir Guillaume apparaître juste à côté de moi. Bonjour. Bonjour Guillaume, vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Ravi de vous avoir avec nous, Guillaume. Pour commencer, on a une petite coutume. Ça s'appelle la carte d'identité de l'invité. L'idée, c'est d'être très vite, mais d'en apprendre un petit peu sur vous. Guillaume, est-ce que je peux vous demander votre âge ? J'ai 35 ans. Est-ce que je peux vous demander votre grade ? Je suis capitaine. C'est les 3 gratons juste là. Super. Et est-ce que je peux vous demander depuis quand vous êtes dans l'armée de terre ? J'ai 9 ans de service. Ça, Je suis rentré en décembre 2015 pour ma formation militaire. Ok, 9 ans tout juste. Parfait. Guillaume, s'il y avait un meilleur souvenir dans l'armée de terre à date, ça serait quoi ? Le meilleur souvenir aujourd'hui serait vraiment l'opération extérieure que j'ai pu faire en février 2023. Ça a duré 4 mois. Alors, si je suis psychologue de formation, je suis parti sur une spécialité particulièrement différente en fait, qui est l'influence militaire et la coordination civilo-militaire. Et pourquoi c'est une bonne expérience? C'est essentiellement parce que j'ai eu énormément de nouvelles responsabilités que j'avais pas eues, à la fois le commandement, à la fois auprès des chefs, mais aussi parce que finalement ça a été la première vraie confrontation avec ce que vivent en fait tous nos collègues militaires, qui est l'opération, la mission à proprement parler, avec l'éloignement de la famille. J'étais financé à ce moment-là, mais aussi les terrains à part entière, sortir, être armé, plus de manière en dehors d'un exercice, ce genre de choses. Et ouais, voilà, avoir beaucoup de... C'était très stimulant. Voilà. Comme ça, je pourrais le dire en quelques mots. Super. Et si je vous demandais le moment le plus challengeant ? C'est aussi le moment le plus challengeant parce que finalement, quand on est 4 mois loin de chez soi, on est vraiment confronté à soi-même. On n'a pas les ressources qu'on a habituellement, et c'est un petit peu le propre de la vie militaire. Si quand on est chez soi, on peut compter sur ses amis, on peut compter sur sa famille, sa femme si on en a, ses enfants, les gens qu'on appelle des ressources, base arrière. Quand on est en mission à l'extérieur, finalement, on est avec soi-même dans l'exercice de ses responsabilités. Bien sûr, on peut compter sur le collectif, nos camarades, mais c'est particulièrement exigeant parce que on est dans le cœur du sujet, dans le cœur de la... Alors, au Liban, c'était pas la guerre, mais il y a une certaine conflictualité, et ce qu'on fait a des conséquences qui sont réelles et sérieuses, et on ne peut pas se rater. Très clair. Guillaume, et c'est ma dernière question. L'armée de terre, c'était un rêve de tout petit.
vouliez être militaire, c'était prévu? Vous aviez des parents militaires, vous connaissiez ou pas du tout? Non, 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 pas du tout. Comme beaucoup de gens qui rentrent dans l'armée, finalement, moi, j'avais pas du tout de parents militaires. En revanche, et du coup, j'avais jamais pensé, parce que j'avais jamais été confronté à des militaires. Et en fait, mon papa qui avait fait son service militaire dans la marine nationale m'avait dit que c'était, si je savais pas quoi faire avec mon diplôme de psychologue, il fallait que j'aille dans les armées. Alors, ça n'a pas été la marine, mais c'était l'armée de terre, parce que c'est un environnement qui est stimulant, qui est très professionnalisant, c'est-à-dire apprendre à bien se comporter, à bien se tenir avec les hiérarchies, avec le sérieux et l'implication qui est nécessaire à la réalisation des missions. Et toutes ces choses qui font que derrière, quand bien même j'aurais pas continué dans l'armée, on est très employable quand on revient dans le civil. Et donc j'ai tenté un peu dans la marine, ça s'est pas fait, l'armée de l'air non plus, et puis l'armée de terre pour le coup m'a recontacté au moment où ils avaient des postes à pourvoir. Et j'ai été recruté, j'ai commencé initialement dans le recrutement. Ouais. Voilà, donc et on commence bien sûr par une formation militaire, hein, c'est quand même le premier pied qui est la vraie rencontre avec le milieu, hein. On nous donne nos premiers treillis, on apprend à vivre en collectivité, même si ce sera pas forcément notre quotidien plus tard, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. On se met au sport, si c'était pas quelque chose de très présent avant. Euh, et Oui, marche pas à chanter voilà, toutes et ces choses-là. finalement qu'on est militaire. Et là, vous êtes mélangé avec plein d'autres personnes qui sont recrutées comme vous en tant qu'officiers et qui ont différents métiers, différentes spécialités. Et finalement, c'est les bases du monde militaire qui vous sont apprises à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. En fait, la formation des officiers, il y a différents types d'officiers. Il y a le Saint-Cyrien, hein, qui est celui qu'on connaît de manière le plus classique, hein, qui lui va être formé pendant 3 ans. Vous avez aussi des recrutements semi-directs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans l'institution militaire et qui deviennent officiers, Oui, et qui eux, pour le coup, vont avoir une formation de 3 ans, il me semble. Et puis vous avez tous les gens qui se sont recrutés de manière directe suite à leurs études dans un domaine de spécialité, en l'occurrence, comme ça peut être mon cas, mais ça peut être aussi le cas par exemple, de personnes qui ont fait études dans les ressources humaines, dans la communication. euh, et eux, donc voilà, c'est une formation qui va durer 14 semaines. Donc c'est dense, c'est exigeant, on est vraiment en immersion, il y a peu d'opportunités finalement pendant ces 14 semaines de revenir de chez soi. Et on se frotte vraiment à l'environnement du militaire, dans le sport, dans les exercices sur le terrain, bien sûr le maniement des armes, et la confrontation avec alors, promis dureté, mais voilà, c'est le premier vernis militaire qui est essentiel et indispensable pour après évoluer dans l'institution. Parce que si on ne comprend pas les codes, on passera à côté des rencontres et de la mission. tout à fait. Dernière question, j'en rajoute une, j'avais dit que c'était la dernière, mais et psychologue, c'était quelque chose que vous vouliez faire de tout petit? Alors pour le coup, moi je suis issu d'une famille qui est vraiment psychologue, on va dire dans ses racines, parce que mes deux parents ont fait de psychologie. Mon père s'est plutôt tourné vers du conseil en entreprise, ma maman sur la formation, management. Et après, j'ai mes beaux-parents aussi qui sont dans les ressources humaines, dans le coaching, dans le développement personnel. Donc vraiment centré sur l'accompagnement de la personne ou l'accompagnement des organisations. Donc on va dire que le côté psychologique était vraiment très présent chez moi, le côté de parler des relations, parler des émotions. Euh, Ça s'est particulièrement concrétisé dans l'institution militaire, puisque au final, je refais un petit peu ce que fait mes parents dans le civil, mais auprès du commandement militaire, et pas vraiment dans le suivi individuel, hein. Je pense que parmi les personnes qui nous regardent, il y a sûrement beaucoup de psychologues cliniciens qui font du suivi individuel. Moi, c'est vraiment pas mon sujet, hein, c'est vraiment le travail sur l'organisation. Ok, super clair. On va rentrer dans le détail. On va parler de votre rôle de psychologue au sein de l'armée de terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement c'est quoi votre quotidien et qu'est-ce que Alors, vous faites? Et pourquoi il y a des psychologues dans l'armée de terre? On pourrait se poser oui, bien sûr. cette question aussi. Alors, en fait, la psychologie dans l'armée de terre, elle est vraiment centrée sur la réponse à des questions que se posent les chefs qui nécessitent l'appréciation d'un psychologue. Et donc moi, j'ai occupé des postes où on attendait un psychologue pour le conseiller par rapport à la mission. Le premier poste que j'ai eu, c'était un poste dans le recrutement, et là, les chefs, ils avaient besoin de conseils. Je fais du recrutement en masse, hein, il y a 15 000 militaires qui sont recrutés chaque année.
j'ai besoin d'avoir des outils pour le dire, tiens, est-ce que ces personnes-là qui te présentent, elles sont proches de ce qu'on attend d'un militaire? Et donc, ça passe par une appréciation de la personnalité, parce qu'il y a des profils qui sont très compatibles avec ce qu'on vit, et des profils qui sont plus vulnérables ou qui vont être beaucoup plus en difficulté. De même, comme l'environnement militaire, c'est une succession de formations, hein, on est formé tout au long de sa carrière. On a besoin d'avoir des outils qui permettent de prédire la réussite en formation. Et c'est ce qu'on évalue quand on passe dans le recrutement. Et donc moi, je devais aussi notamment développer des compétences chez des militaires qui vont conduire les entretiens, que ce soit dans les centres interarmés des recrutements des forces armées, donc les CIRFA, mais aussi des gens qui vont étudier finalement ces tests de personnalité. Et donc, sous mon contrôle, ils vont exploiter les résultats de ces tests et conduire des entretiens qui vont chercher à contrôler, à vérifier que les personnes ont donné des réponses qui leur ressemblaient. Et donc après donner un avis global sur cette candidature en proximité par rapport à ce qu'on attend d'un militaire. Alors un militaire exécutant, un militaire sous-officier, donc qui va déjà avoir soit des responsabilités vis-à-vis d'un groupe ou dans sa spécialité, ou alors d'un officier qui aura la responsabilité immédiate de 30 personnes, donc forcément avec des enjeux. Et donc par la suite, j'ai occupé un autre poste où j'étais plutôt sur du conseil en état-major sur des personnes qui, au travers de leur vie militaire, leur situation individuelle, ils rencontraient des difficultés. Ces difficultés, en fait, faut bien se rendre compte elles sont liées à l'état militaire. Hein. Ça peut être la mutation, ça peut être les relations professionnelles, ça peut être des indemnités qu'ils auraient ou pas touchées. Ils auraient demandé des éléments à leur chef, et ils n'ont pas trouvé satisfaction. Donc moi, j'étais là pour remettre du dialogue, remettre de la confiance dans la relation avec le commandement. Et là, sur mon poste que j'occupe à présent depuis bientôt 2 ans, je suis responsable d'unité et je les accompagne sur la préparation avant leur engagement. Je les prépare je forme des acteurs locaux qui vont permettre de détecter les personnes qui sont fragilisées pour les orienter le plus rapidement possible vers un processus de soins. Je vais conseiller le chef sur la gestion de crise suite à un événement grave. Alors, ce qu'on appelle un événement grave, c'est un décès ou une blessure grave, donc invalidante potentiellement, et qui pourrait avoir un retentissement sur le collectif. Parce que nous, nécessairement, quand on est psychologue dans les armées, notre objectif, c'est la continuité de la mission et comment conseiller les chefs sur la gestion de la crise, la gestion de l'impact collectif d'un événement retentissant, et de s'assurer que l'impact sur le groupe soit limité. Vous avez parlé tout à l'heure dans les différentes missions de ces journées qui sont obligatoires finalement quand on tente d'être recruté par l'armée de terre. Il y a des tests, dont des tests médicaux et psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer comment ça se passe? Oui, bien sûr. En fait, le recrutement, il est mis en commun avec les 3 armées. C'est-à-dire que quand vous allez constituer un dossier d'engagement dans un CIRPA, vous allez ensuite passer dans un département d'évaluation. Donc, il y en a un à Paris, un à Nancy, à Lyon, à Bordeaux et à Rennes. Et en fait, là, vous allez passer 4 demi-journées. Vous allez dormir sur place, 2 nuits. Il y a une demi-journée qui est consacrée à l'évaluation médicale, où en fait, on va apprécier l'ensemble des caractéristiques physiques, mais aussi il y a un questionnaire psychiatrique pendant cette évaluation, pour déterminer si la personne elle a des caractéristiques qui sont incompatibles avec certaines spécialités. Par exemple, la spécialité parachutiste, la spécialité troupe de montagne, ou alors peut-être même des caractéristiques qui sont incompatibles avec l'engagement militaire, ce qui peut exister. Parfois, il y aura juste ce qu'on appelle une inaptitude temporaire qui nécessitera un examen complémentaire avec un médecin, ou de revenir un petit peu plus tard après une blessure vécue. Ça, c'est la première demi-journée. La deuxième demi-journée, elle est consacrée au test. Vous êtes dans une salle avec des ordinateurs et vous devez répondre, par exemple, à un inventaire de questionnaires de personnalité. Donc, c'est un ensemble de questions sur lesquelles on vous dit, par rapport à cette affirmation, par exemple, je suis quelqu'un de très social, je vais dire, je suis pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Voilà. Ça va permettre de déterminer le profil de personnalité de la personne. Des tests alors qu'on appellerait d'intelligence. Moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que je suis psychologue. On va parler de performance cognitive, la capacité à traiter beaucoup d'informations de manière rapide et efficace.
C'est notre meilleur prédicteur de réussite en formation aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième demi-journée. La troisième demi-journée, il y avait le sport, le test sportif. Ouais, c'est important dans les armées. Et oui, c'est essentiel dans notre métier, c'est le cœur de notre métier, en particulier dans l'armée de terre. Donc, on va avoir un test d'endurance, ça s'appelle le test du LUC léger, LUC comme le prénom, léger comme pas lourd. Vous avez un test de squat également, maximum de répétitions de squat. Une troisième épreuve là, qui m'échappe, mais que dont chaque candidat pourra prendre connaissance en allant sur YouTube ou auprès de son CERFA de proximité. Et ensuite, il y a donc un temps sur la dernière demi-journée d'entretien avec un évaluateur. Donc ça peut être un officier, un sous-officier, qui va vous poser des questions sur vos motivations, qui va vous poser des questions sur votre personnalité, vérifier en fait que les tests vous décrivent bien, parce que le test n'est qu'un outil. C'est cet évaluateur-là qui donnera une appréciation globale. Est-ce que vous êtes très proche de ce qu'on attend? C'est-à-dire qu'on prédit que ce sera plutôt ça va bien se passer, en tout cas sur les premiers moments, les premières confrontations avec l'environnement militaire. Ou est-ce que vous pourriez rencontrer des difficultés, mais sur certains aspects, pas dans tout, ils auraient des ressources, des limites. Ou alors est-ce qu'on prédit que vous allez plutôt être confronté particulièrement à vos limites dans l'engagement militaire? On prend ces trois profils, mais forcément, ces personnes qui sont les plus éloignées représentent un pourcentage minime. Et les autres, on essaie de prendre le maximum de personnes qui sont adaptées nécessaires. Alors, merci à Pierre-Nicolas qui nous dit la dernière épreuve est le nombre maximum de tractions strictes par rapport au sport dont vous parliez tout à l'heure. Une question. Si, par exemple, je suis dyslexique, ou si j'ai... si je suis 10, il y a plusieurs... est-ce que c'est un souci? Est-ce que je vais être recalée à cette étape-là et on va me dire non, l'armée de terre, c'est pas pour toi? Alors, je pourrais pas vous donner une réponse stricte à cette question, parce que il y a différentes formes de dyslexie ou de dyscalculie qui ont un retentissement plus ou moins important chez l'individu et dans sa capacité à apprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose dont il faudra vous ouvrir auprès du médecin, qui lui donnera une appréciation du retentissement que ça peut avoir sur un engagement. On prend des gens qui ont aussi parfois des capacités de réussite en formation qui sont basses, mais il faut juste se projeter sur le fait que quand on rentre à l'armée, il y a énormément de formation, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a un côté très scolaire sur beaucoup d'aspects. Bien sûr, il y a des formations qui sont sur le terrain et qui sont liées à des apprentissages manuels, mais il y a beaucoup d'apprentissage de connaissances sur la maîtrise de son environnement, sur la maîtrise de sa spécialité, et qu'il faut connaître par cœur. Et donc, nécessairement, des personnes qui sont en situation de dyslexie ne bénéficieront pas de tiers-temps, c'est-à-dire que ça peut être un investissement supplémentaire, mais ce qu'ils ont souvent déjà vécu dans leur parcours scolaire, mais elles pourront mieux en témoigner. Donc, c'est la même chose si je suis TDAH ou quoi que ce soit. En fait, il faut que je le dise au moment où je viens. Mais a priori, tout le monde peut venir et tout le monde peut tenter sa chance. Tout le monde peut se présenter. En fait, quand vous ferez votre entretien avec l'évaluateur, il va vous demander quel est le retentissement finalement de cette condition sur votre quotidien. Faut bien se rendre compte que l'environnement militaire, c'est un environnement de vie en collectivité, essentiellement chez les militaires du rang. Toujours chez les sous-officiers, moins chez les officiers, mais où vous êtes constamment en interaction avec les gens. Si votre capacité à être en relation avec les autres, votre capacité à être en interaction avec les autres est impactée, ça posera problème. De même, l'armée de terre spécifiquement, mais les armées de manière générale, c'est un environnement qui est particulièrement discipliné, exigeant. On demande énormément de rigueur et une posture qui est sans cesse observée, contrôlée, et aussi en partie jugé. Donc, certains écarts qui sont liés, par exemple, je pense au TDAH, pourraient être regardés particulièrement, ou en tout cas pourraient nuire dans la mesure où la personne a du mal à se conformer à son expérience militaire. Parce que l'armée de terre, c'est un milieu journalistique. J'ai une question à vous poser. Tout à l'heure, quand on a fait la première partie et qu'on a parlé de ce qui vous a le plus marqué et de ce qui a été le plus challengeant, vous nous avez parlé d'une OPEX, une opération extérieure. Les
psychologues sont envoyés dans des opérations extérieures. Vous avez, en tant que psychologue, l'opportunité finalement de ne pas avoir que des actions qui sont sur le territoire national hein, auprès de l'état-major que vous conseillez, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous faites aussi des OPEX dans ce... Alors, la présence de psychologues en opération extérieure, elle est extrêmement liée à la nature de l'opération. Il y a eu des psychologues envoyés en opération extérieure. Ça a été le cas lors des conflits en Afghanistan parce que on était sur des conflits avec une mortalité qui était importante dans nos troupes et aussi avec un retentissement psychologique important. Aujourd'hui, on a plus ce qu'on appelle de psychologue de théâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est en permanence sur place. On a pu envoyer des psychologues sur des événements ponctuels suite à des événements particulièrement violents ou avec un nombre de décédés important. Donc aujourd'hui, je vous dirais non, mais la nature des conflits de demain pourrait complètement changer cette donnée-là. Et c'est le principe aussi de nos pratiques de psychologues, mais de manière générale, les pratiques dans l'armée, c'est qu'on s'adapte au terrain, on s'adapte à l'actualité géopolitique. Par exemple, aujourd'hui, il y a une instabilité qui est croissante au Liban. Il y a une relation particulière de la France avec le Liban. Si le politique décide qu'il veut engager des soldats au Liban, demain, il y aura des Français au Liban engagés. Il y en a aujourd'hui, il y en a de l'ONU, la mission de l'ONU, mais peut-être des troupes en tant que troupes françaises. Mais ce sera une décision du politique, car l'engagement guerrier, l'engagement du militaire, c'est toujours une continuité d'une décision politique. Donc, si demain il y a une décision politique qui bouge, ce sera comme ça dans un environnement très très dur où je ne sais pas. Et je ne prononce pas, enfin, je ne m'engage pas sur une orientation dans ce sens-là. Mais si demain le politique décide d'engager des troupes en lien avec le conflit en Ukraine, nécessairement l'intensité des combats nécessitera probablement d'engager des psychologues au plus proche des hommes. Mais vous êtes parti dans le cadre d'une mission de la CINUL, oui. Liban en l'occurrence. Mais pas en tant que psychologue. D'accord. Et ben, du coup, est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer ça? Ça veut dire que n'importe qui, finalement, enfin, c'est pas péjoratif, hein, le n'importe qui, c'est toute personne de l'armée terre, même en dehors de son propre rôle, peut partir sur une mission. C'est ça. En fait, il faut visualiser une opération extérieure comme un plateau d'échecs. D'accord. Et en fait, les régiments, les unités spécialisées forment des militaires pour être une pièce sur cet échiquier et la configuration de l'échiquier va dépendre de la configuration de l'ennemi sur place. Voilà, pour poser les bases. Je peux, dans certaines parts, pas sur toutes les pièces, mais je peux me former pour devenir une de ces pièces, et c'est ce que j'ai fait. Là, en l'occurrence, j'ai été formé sur les actions de coordination civile-militaire, c'est-à-dire l'interaction avec l'environnement civil sur place, de manière à rendre plus acceptable l'intervention de la force armée, des interactions avec les civils sur place. Et donc, en fait, j'ai suivi un certain nombre de formations, et c'est le gros avantage de notre institution. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est formé en permanence. S'il y a un poste qui est disponible sur lequel je peux me former, je peux lever la main et dire « je serai volontaire pour faire cette formation qui me rendra prêt pour faire cette mission ». Après, mon chef peut me dire oui ou peut me dire non. Hein, comme et là, on est dans un environnement très hiérarchique. Mais c'est mon chef qui va me dire oui, tu peux, c'est ce qui s'est passé. J'ai suivi 6 semaines de formation dans un domaine de spécialité avec des mises en situation et qui nous préparaient à cette expérience-là. Et ensuite, j'ai été projeté sur l'opération dans des responsabilités qui étaient autres que celles de mon métier de psychologue. Mais j'ai une camarade, par exemple, qui est psychologue de formation, qui s'est formée sur une spécialité ressources humaines et qui a été projetée en opération extérieure sur une mission ressources humaines. C'est pas possible forcément dans toutes les spécialités, puisque les spécialités qui demandent une formation qui est tellement importante qu'on n'est pas en mesure de fournir sur ce type de poste. Mais il y a des postes très généralistes sur lesquels, finalement, le niveau de responsabilité et le professionnalisme qu'on a développé en étant militaire est suffisant pour occuper ce type de fonction. Totalement. Donc, si je comprends bien, je suis dans l'armée de terre. Je peux lever la main et dire j'ai envie de partir en OPEX. Si besoin, je serai formée pour réaliser cette OPEX. Et au-delà de l'OPEX,
à différents moments de ma carrière, un des gros avantages de l'armée de terre, et c'est l'escalier social dont on parle aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup aussi de sous-officiers qui sont devenus officiers et qui ont fait la formation en même temps que vous. J'ai l'opportunité d'avoir différentes formations à différents moments de mon parcours pour me former sur un nouveau poste ou pour une mission particulière. C'est ça, c'est une des caractéristiques qui est très particulière dans le milieu militaire, hein. Je vais revenir rapidement dessus, hein, mais dans les caractéristiques du milieu militaire, et c'est celles sur lesquelles on sensibilise nos candidats quand ils viennent se présenter pour l'engagement, c'est comprendre que ça demande énormément de disponibilité. C'est des horaires de travail qui sont étendus. Quand on est militaire, on est soldé, on n'est pas salarié. Alors qu'on n'est pas rémunéré en fonction du nombre d'heures qu'on fait, on est rémunéré de manière générale. On travaille pendant 24 heures de suite ou qu'on travaille 3 heures dans la journée, mais en étant présent pendant 10 heures sur notre poste de travail, d'accord? Euh, on a une contrainte de mobilité. Cette mobilité, elle est bien sûr aux missions qu'on doit faire. Elles sont plus ou moins longues. Une OPEX, ça dure 4 mois, mais ça peut durer 6 mois. Ça peut durer 1 mois aussi, hein, selon certains contextes. Une mission sentinelle, ça dure 3 semaines, par exemple. Mais en me développant dans ma carrière, si j'ai envie de monter en responsabilité, il est très probable qu'on me demande d'être muté. Donc muté, c'est un déplacement de l'endroit où je travaille aujourd'hui vers une autre structure professionnelle pour y aller et y travailler à temps plein. Et ça, c'est nécessaire parce que les responsabilités que je veux occuper ne sont pas disponibles dans l'unité dans laquelle je suis, mais elles vont l'être dans l'unité d'à côté. Et c'est aussi pour que les compétences que j'ai développées dans une unité, elles puissent être bénéfiques à une autre unité et qu'on fasse tourner la compétence pour que ce soit pas toujours les mêmes unités qui aient la compétence. Donc le cadre, j'en ai parlé. Il y a aussi une notion de risque qui est liée au métier militaire et qui est important d'évoquer. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire. Cette notion de risque, elle se caractérise déjà par une usure physique. Quand on est militaire, alors en particulier quand on est dans des fonctions d'exécution, soldats, la soldatesque, etc. On doit se déplacer dans des environnements dégradés. C'est pas des routes bitumées toutes propres, hein. C'est du geyser, des cailloux, de la montagne, voilà, avec de l'équipement qui pèse, de l'armement qui pèse aussi. Et donc tout ça nécessairement, ça a des conséquences sur les articulations, sur le dos, ce genre de choses. Donc quelqu'un qui a une carrière longue, engagé dans les forces, peut avoir de mesures physiques. Il peut y avoir bien sûr de mesures psychologiques, parce qu'on est soumis à un stress très important, beaucoup plus important quand on est en opération extérieure, parce qu'en plus c'est des missions de danger, mais aussi on pourrait dire les gens qui étaient projetés dans le désert du Mali pendant 4 mois avec 40, 50 degrés, c'est très stressant, c'est très usant, psychologiquement aussi. Et après, bien sûr, la confrontation avec la mort dont on est témoin, quand on était sur l'opération Sangaris en Centrafrique. Il y a eu beaucoup d'actes qui s'assimilaient à des génocides avec des boucheries, hein, des charniers, donc une violence qui est réelle et qui est la violence de la guerre. Vous avez aussi l'usure émotionnelle qui est liée aux difficultés qui sont liées à l'éloignement avec la famille, par exemple, le risque de mort, voilà, qu'on peut avoir, la mort qu'on peut donner à l'ennemi, la mort qui peut impacter notre camarade. Tout ça, c'est une tension qui peut être importante et qui peut générer des séquelles chez les individus, des séquelles qui peuvent être plus ou moins durables dans leur vie. Donc voilà, et pour répondre à votre première question, et j'y reviens, excusez-moi, c'est bien de se rendre compte que, en fait, selon l'environnement dans lequel on est, les contraintes, mais aussi les opportunités du métier militaire, elles vont se manifester de manière complètement différente. Elles ne sont pas toujours la même selon qu'on soit célibataire, sans enfant, sans expérience, que quand maintenant j'ai 9 ans d'armée, j'ai développé un certain bagage, donc je suis beaucoup plus confiant dans mes compétences. Bien sûr. Mais je vis différemment parce que maintenant je suis marié, j'ai un enfant. Et donc les relations avec mes chefs aujourd'hui se passent très bien. Peut-être que dans les relations avec mes chefs de demain, ça se passe moins bien. Donc en fait, les contraintes du métier militaire, elles sont évolutives et la surface de contact avec moi-même ou avec le militaire que les candidats, les gens intéressés sont aujourd'hui et sont peut-être demain les militaires, ce sera différent. Et de même que les choses qu'on apprécie à un moment T ne seront pas forcément les choses qu'on appréciera demain. Et donc, selon la fonction qu'on occupe, on est formé, ça c'est sûr.
Si on est militaire dans une section d'infanterie, la mission du chef, c'est former toute sa section parce que le pion sur l'échiquier, c'est 30 bonhommes. C'est pas un bonhomme, c'est 30 bonhommes. Donc, il va faire monter en compétence sa section pour qu'au moment où son chef lui dira « j'ai besoin d'envoyer une section ou une compagnie de combat », tous les hommes soient formés, prêts au combat, prêts à l'emploi. C'est Ok. exactement ça. Dans des métiers de spécialité comme l'artillerie ou le combat des blindés, on s'assurera que les gens sachent se servir de leur équipement, de leur matériel, pour que le jour où on a besoin d'eux, ils soient complètement opérationnels, préparés psychologiquement, préparés physiquement, préparés techniquement à employer leur matériel sur un thème d'opération. Donc c'est pas seulement non, je lève la main, c'est Oui. moi en tant qu'officier dans mes fonctions courantes, oui, ça s'est présenté comme ça. Demain, pour une mission, donc pas forcément pour moi, parce que je suis dans des fonctions de soutien, mais un militaire qui est dans une unité combattante, on lui demandera pas son avis, on va lui dire, prépare-toi, dans 3 mois, tu vas relever tel contingent, telle unité qui est sur un tel d'opération, et donc tu partiras avec tout ton groupe de combat, donc un groupe qui peut être 30 personnes, hein, quand on parle d'une section, une compagnie de combat, et on est plus sur 250 personnes. Tu pars avec ta compagnie dans 3 mois et prépare-toi. Parfait. Voilà. Le temps est passé vite, Guillaume, et on arrive au moment où ce sont les jeunes connectés qui posent leurs questions. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller lire les questions et à aller voter pour les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, je ne pourrais pas les prendre toutes. Et Guillaume, je vais vous poser les questions qui sont les plus votées par les jeunes et qui sont celles qui correspondent le plus à leurs attentes. La première question, c'est celle de Thaïs, qui vous dit « Mes respects, mon capitaine, je m'appelle Thaïs, je suis en licence de psychologie à Bordeaux et réserviste au 35e RAP. J'aimerais savoir si vous faites du terrain. Est-ce que vous êtes appelé des fois comme un officier simple et pas comme un officier psychologue ?» Alors, vous avez dit que quand vous êtes parti en OPEX, vous n'y alliez pas en tant que psychologue, mais est-ce qu'il y a d'autres occasions où vous pouvez faire du terrain, non pas en tant qu'officier psychologue, mais en tant qu'officier plus classique? Aujourd'hui, non. En 9 ans, j'ai pas eu l'occasion d'être sur le terrain, mais sur des opportunités qui sont plutôt de circonstances, d'être immergé dans une unité pour de l'acculturation, c'est-à-dire me familiariser avec une spécialité, un environnement. Et donc, on a trouvé que c'était opportun de me mettre pendant 3 semaines, par exemple, dans les troupes de montagne, pour comprendre un petit peu la spécificité, mais par une toute petite lorgnette, de ce qu'ils vivent, en les accompagnant sur le terrain, mais pas du tout en opération extérieure. Très clair. On a une question de Caroline, qui est étudiante en psychologie et sciences de l'éducation à Aix-en-Provence. Et elle nous dit qu'elle s'inquiète un peu de la difficulté d'un tel métier que le vôtre, et qui demande « Comment faites-vous pour rester solide face à ces situations compliquées et pour ne pas être trop affecté ?» Alors, on a parlé beaucoup de contraintes. Je pense que c'est essentiel qu'on parle aussi des aspects positifs. Hein. J'allais vous dire, parce que ça manque peut-être un peu aussi. On a discuté d'un mais la militaire, c'est aussi d'autres choses. Non. Moi, je dirais que ce qui me fait être heureux d'aller au travail aujourd'hui, c'est vraiment, il y a un aspect d'aventure. Un aspect d'aventure parce qu'on travaille dans un environnement qui est exceptionnel et unique. Quand j'ai fait mes études de psycho, j'ai pas mal d'amis qui ont bien sûr occupé des postes à droite à gauche dans le milieu civil. Quand je me retrouve sur l'étude spécifique d'un environnement professionnel, donc on parle par exemple, travailler avec des officiers ou enfin des militaires qui sont experts de la montagne, des militaires qui sont experts experts maître chien, d'autres qui sont experts dans la gestion d'explosifs. En fait, je travaille avec une telle diversité de gens, avec un tel panel d'expériences, c'est complètement incroyable. Et même que quand j'ai eu l'opportunité de partir en OPEX, c'est quelque chose, je me suis dit, enfin, en plus, j'ai travaillé dans l'environnement ONU, donc Organisation des Nations Unies. J'ai participé à des réunions avec des représentants de plein de pays différents pour parler de la spécialité que j'exerçais sur place et qu'on se mette tous d'accord sur comment on a travaillé collectivement, des réunions en anglais. Donc, c'était des opportunités qui sont complètement incroyables. Moi, c'est ça dont je mets derrière la notion d'aventure, c'est des responsabilités, des opportunités de carrière et de développement qui sont incroyables. C'est extrêmement stimulant intellectuellement, professionnellement. On nous donne des problèmes
des problèmes qui sont bruts, qui sont propres au métier militaire, et il faut réussir à le décortiquer, à le lire avec notre versant psychologique, et réussir alors bien sûr d'une certaine manière à le vendre et à le faire passer auprès du commandement pour que lui l'intègre dans sa réflexion. Donc ça c'est vraiment formidable. Et puis pour répondre sur la question de comment est-ce qu'on vit les choses, on n'est pas tout seul. L'armée, c'est un métier collectif. On a un dicton que je trouve amusant, mais qui est très parlant. C'est on peut être paumé, mais on est toujours groupé. On n'est jamais tout seul. On est toujours très entouré par nos camarades déjà, nos chefs aussi, qui sont des vrais soutiens. Hein. L'armée de terre, c'est un environnement où vous avez un taux d'encadrement. Le taux d'encadrement, c'est le nombre de chefs par rapport au nombre de personnes qui exécutent, qui est extrêmement important. Vous avez un chef pour 3 ou 4 personnes. Donc vous avez toujours quelqu'un à qui demander, toujours quelqu'un qui peut vous donner des orientations. Et puis après, il y a tout un dispositif qui existe au sein des unités qui permet de soutenir les militaires face aux difficultés qu'ils vivent. Hein. On a les présidents de catégorie, qui sont des représentants de chaque entité, président d'officier, représentant des officiers, président des sous-officiers, président des engagés volontaires, etc. Et c'est des personnes qui sont anciennes, qui ont expérimenté la vie militaire, vers lesquelles on peut se tourner pour demander des conseils, qui peuvent faire de la médiation avec le commandement aussi. On a les assistants sociaux dédiés aux armées aussi pour répondre à nos problématiques avec des subsides, des subventions qui sont spécifiques à nos contraintes. Il y a tout un service de santé des armées qui est adossé aux armées, qui dispose des soins, des médecins, des psychologues aussi qui vont faire du suivi individuel pour ceux qui en font la demande. Nous, par exemple, donc, les psychologues de mon unité, on forme des acteurs locaux pour tester les difficultés des individus. Il y a d'autres casquettes. Hein. Il y a des casquettes qui sont dédiées à la cohabitation homme-femme, s'assurer que tout ça se passe de manière fluide, etc. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui mettent autant d'acteurs de proximité pour accompagner le militaire de manière à ce que ça se passe. Je suis sûr que ça répond à sa question. Non, mais je confirme qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place dans les armées et qui sont aussi dans l'idée de progression. C'est-à-dire, vous en parliez, c'est un vrai escalier social, les armées, avec cette idée de toujours progresser, d'être formé, accompagné et de prendre en compte un maximum de sujets. Donc, en effet, c'est un point important et merci de l'avoir rappelé. Une autre question. Alors, on va la changer un peu. Je vais la lire parce que je lis toujours les questions, mais on va y répondre un peu à côté. La question, c'est quel salaire avez-vous, du moins à peu près? Alors, je pense que l'idée, c'est pas de répondre sur votre salaire à vous, Guillaume. Non, mais il y a rien de tabou sur la rémunération. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un salaire. On n'est pas salarié. On est soldé. C'est un terme qui est très important parce que ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'heures supplémentaires. En revanche, on est sujet à des primes. Et les primes, elles vont varier en fonction de l'activité qu'on va avoir. Les primes sont par exemple beaucoup plus importantes quand on est en OPEX. En OPEX. Où en fait, on a une solde de base qui est multipliée par 2, d'accord, et demi quand on est en opération extérieure, et qui n'est pas sujet à l'impôt pour ce type d'expérience. Les primes sont différentes quand on est sur le territoire national, par exemple sur une mission Sentinelle. Donc moi, ma rémunération, elle est très accessible. Hein. De toute façon, vous allez sur Google, vous tapez grille indiciaire des officiers de l'armée de terre et vous verrez qu'en fonction du grade et de l'année d'ancienneté, vous voyez le solde qui est décrit, qui est le même pour tous les officiers et donc qui est tout à fait lisible. Moi aujourd'hui, à 9 ans d'ancienneté, je touche 4 000 €, mais ces 4 000 € nets, ils sont liés aussi à ma situation familiale, le fait que je travaille à Paris, donc j'ai un subside en plus qui me permet de compenser les difficultés. Les difficultés qui sont liées au coût de la vie, hein, j'entends. Bien sûr. J'ai une prime de suggestion unitaire qui est autre, etc. Mais voilà, après aussi, quand on est jeune, qu'on est célibataire, on peut faire des demandes de chambre individuelle. Là, pour le coup, vous êtes intégré dans une caserne. Vous avez, c'est rustique, hein, vous avez un lit, un lavabo, une douche sur le palier, mais vous payez 14 € par mois. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un avantage. Hein. En termes d'autres avantages, on n'en a pas parlé, hein, mais il y a 75% de réduction sur tous les billets SNCF. Si on aime se déplacer, si on aime voyager et voir ses amis un peu partout en France, c'est quand même une vraie opportunité. Et puis là, on n'en a pas assez parlé, peut-être parce que ça ne me concerne pas assez, mais on peut pratiquer du sport à outrance.
Moi-même qui n'étais pas du tout sportif avant, j'ai appris à développer une pratique sportive régulière et tout est fait pour vous encourager, pour le faire sur votre lieu de travail, avec des horaires aménagés. Mais si vous voulez faire du sport tous les jours, vous pouvez faire du sport tous les jours, hein. Dès lors que votre chef est d'accord avec ça, bien sûr, mais vous avez des infrastructures de sport, des terrains de course, la piscine. Et d'ailleurs, c'est partie des évaluations annuelles qu'on a, hein. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé une épreuve annuelle de sport. Demain matin, je vais en passer une autre, mais à la piscine. Donc voilà, annuellement, on est contrôlé sur notre condition physique aussi. Mais si vous aimez faire du sport, c'est le meilleur endroit. Parfait. Une question de Pierre qui vous remercie Guillaume pour votre témoignage et qui se posait la question de savoir si l'armée de terre recrute des stagiaires ou des alternants de manière générale. Dans quel domaine et est-ce que cela induit forcément une formation de militaire? Alors, les stagiaires, bien sûr, on en a, dans des contextes particuliers. Là, je ne saurais pas répondre à cette question. Sur les aspects spécifiques de stage, ça va dépendre des opportunités dans des postes. Donc là, pour le coup, je ne saurais pas répondre précisément. Je suis désolé. Pas de souci, on va compter. Je pense que Céline qui est avec nous va pouvoir répondre aussi. Alors peut-être pour apporter aussi quelques éléments, il y a les alternants qui sont en fait des civils de la défense, mais qui peuvent être affectés à l'armée de terre. Et donc du coup, vous pouvez faire de l'alternance dans l'armée de terre. Et pour les stages, s'il y a plus d'informations de Céline ou quelqu'un d'autre, je lirai la réponse tout à l'heure. On a une question de Céline qui nous dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui débriefe les psys? Parce qu'il y a d'autres psys qui débriefent les psys. Et elle pose la question quand on a des situations compliquées. Ça marche comment? Il y a des gens pour vous aider? Alors ça, c'est une question de psychologue, ça se sent tout de suite. Bon, déjà dans notre unité, on est 9 psychologues. Donc entre nous, dans les préparations des missions, dans le retour sur l'expérience, le rétex, comme on dit dans le militaire, on échange énormément sur ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu. Donc ça, c'est essentiel. Et on a un budget annuel dans notre unité qui est dédié au groupe d'analyse de pratique professionnelle. Et si jamais je ressens des difficultés, je peux tout à fait demander une consultation avec le service de santé des armées, hein, le plus proche de chez moi. En l'occurrence, je suis à Paris. Donc, il y a des hôpitaux militaires des armées, d'instruction des armées, des HIA, il y a des services psychiatrie, hein, donc qui peuvent dispenser ce type de suivi. Ok. Une question. Alors, ça bouge un peu parce que vous votez. Alors, du coup, ça fait changer un peu les questions. Une question de Pierre Nicolas. Est-ce que le fait d'avoir fait plusieurs années dans l'active en tant que militaire du rang est un avantage? Pour faire quoi? Je ne sais pas si Pierre Nicolas, vous voulez confirmer, préciser votre question dans le chat pour nous dire un avantage, pourquoi? Parce que sans doute. Mais je suis pas sûre de comprendre la question. En attendant, je vais prendre la question d'après, qui est celle de Sylvie, et puis on reviendra à la question de Pierre Nicolas si nous complète dans le chat sa question. Sylvie qui dit je me demandais si en étant psychologue dans cet environnement, donc j'imagine cet environnement c'est l'armée de terre, vous avez la possibilité de revenir à un travail de psychologue plus classique en cabinet ou autre. Alors, peut-être après, une fois que vous avez fini l'armée de terre, quand vous prenez votre retraite jeune, est-ce que vous pouvez retourner et devenir un psychologue plus classique? Alors, le statut spécifique de mon recrutement, je suis officier sous contrat spécialiste psychologue, d'accord? Donc, sous contrat, ça veut dire que moi, je suis à 9 ans, donc je suis au terme, j'ai fait un premier contrat de 5 ans, et là, j'arrive au terme de mon deuxième contrat de 5 ans. En fait, quand on est dans la durée du contrat, on est lié par son contrat parce que c'est un engagement militaire, il faut le tenir. Mais au terme de mon contrat, un an avant, on me dit vous vous orientez plutôt sur le fait de continuer ou de sortir. Et donc, en fait, vous avez des opportunités à ce moment-là de quitter et d'aller entreprendre tout type d'activité qui vous appartient dans le milieu civil. Après, sur la disponibilité et l'opportunité d'avoir une consultation privée, dans l'armée de terre, on pratique pas comme ça. Dans la marine nationale, ils font cohabiter à la fois le métier et la consultation. Alors, dans l'environnement militaire, sur la population militaire et civile de la défense,
Voilà, mais non, mais après, oui, enfin, si on veut, après, au terme de son expérience militaire, que ce soit au terme d'un contrat ou au moment de l'arrivée en retraite, bien sûr, on peut se réorienter comme les fouettes, ça aussi. C'est le propre à chacun. Génial. Alors, je reprends la question de Pierre-Nicolas et après, je reprendrai les questions qui sont au-dessus et qui ont plus de likes. Excusez-moi, ça va trop vite. Je ne vois pas, mais j'y reviens. Donc, la question de Pierre-Nicolas, c'était: bonjour, est-ce que le fait d'avoir fait plusieurs années dans l'active en tant que militaire du rang est un avantage? Question complétée. Pour s'engager en tant que psychologue après avoir fini un master en psychologie. Alors, pour être recruté en tant que psychologue, il faut avoir le statut, le titre protégé de psychologue qui est dispensé après un master 2, plus un certain nombre d'heures de stage. Donc, dès lors que Pierre-Nicolas aura validé son master 2 et aura son diplôme de psychologue, il peut candidater pour être militaire. Bien sûr, le fait d'avoir une expérience de militaire du rang, c'est une richesse incroyable parce que nous, notre particularité, on arrive d'autant mieux à l'exercer qu'on comprend l'environnement militaire, ses codes et la vision globale. Alors, quand on est militaire du rang, on a une vision de militaire du rang et donc il sera nécessaire d'avoir une vision d'officier avec des problématiques qui plus larges du fonctionnement régimentaire, mais aussi du fonctionnement des armées, de l'armée de terre aussi. Mais oui, bien sûr, c'est pour moi, enfin moi je le jugerai comme une plus-value. Bien sûr, ça sera confirmé en entretien d'évaluation. Parfait. Juste avant de prendre la question de Aude, qui me faisait savoir que sa question a été remontée au-dessus, Céline a mis un lien vers les stages dans le chat. Justement, si vous êtes intéressé par un stage dans l'armée de terre, vous pouvez cliquer et avoir accès à toutes les informations. Du coup, question de Aude. Est-ce que les maladies psychiatriques ou les envies suicidaires sont éliminatoires? Quel est le profil recherché? Le candidat, enfin, y a-t-il un candidat ou candidate idéal? Alors, si vous avez des envies suicidaires, je vous invite à contacter dans les meilleurs délais un spécialiste du soin parce que c'est une grande détresse morale. Et donc, je dirais pas que c'est éliminatoire, je dirais que c'est peu compatible dans les médias avec un engagement militaire et qu'il faut d'abord se soigner et après revenir quand ça ira mieux. Avoir un historique psychiatrique, ça arrive à tout le monde. Hein. La plupart des gens dans leur vie sont à un moment confrontés, par exemple, à un épisode dépressif et dépression. L'important, c'est s'en être remis. Hein. Et donc, ça, c'est encore une fois soumis à l'appréciation du médecin militaire lors de la visite d'évaluation, qui déterminera si oui ou non votre état actuel est compatible ou pas avec l'engagement. Parfait. Une autre question que j'avais ratée qui vient de Sharon. Y a-t-il des besoins de recrutement dans l'armée de terre dans les fonctions de support, comme les RH par exemple? Oui, bien sûr. Donc, Recrutement l'armée, c'est une énorme machine. Hein. Il faut quand même s'imaginer qu'il faut faire fonctionner tout ce petit monde. Hein. Quand on envoie imaginons, on envoie des combattants dans le désert. Mais il faut bien qu'ils aient de l'eau. Donc il faut bien qu'il y ait des militaires qui soient chargés de tout ce qui est approvisionnement, de tout le matériel qui est nécessaire. Il faut construire une base, donc il faut qu'il y ait des militaires qui soient spécialisés dans la construction. Il faut que ces gens-là arrivent à communiquer les uns avec les autres de manière chiffrée et codée pour pas être interceptés par nos adversaires. Donc il faut des gens qui soient spécialistes des transmissions électromagnétiques, de l'informatique, etc. Tout ce personnel-là, on a absolument besoin. On a aussi des militaires qui sont spécialisés dans les achats, parce qu'il faut acheter en gros, en très très gros, parce qu'on est extrêmement nombreux. On a besoin de juristes. Là, moi, vous voyez, je suis psychologue, mais on a besoin de gens qui sont spécialisés dans la communication. Aussi, il y a énormément de métiers. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on recrute 15 000 à 16 000 militaires par an. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir des gestionnaires ressources humaines. C'est essentiel, essentiel. Une question de Jennifer. Est-ce que le fait d'avoir un côté solitaire, timide ou réservé peut être jugé comme incompatible avec le souhait de devenir soldat? Et elle rajoute, sachant que ça n'empêche pas d'avoir un esprit d'équipe, de cohésion et d'aimer être et partager avec les autres. Non, en fait, en termes de personnalité, il n'y a rien, à ma connaissance, qui soit vraiment éliminatoire, hein, ou alors, enfin, il faudrait que ce soit particulièrement inadapté. Là, je trouve que la justification que vous donnez, elle est tout à fait adaptée. C'est-à-dire de dire, bah ouais, en effet, j'aime bien être seul, souvent.
Après, il faut vous dire que vous ne pourrez pas forcément avoir l'occasion d'être seul souvent quand on se rend dans un milieu militaire, parce que vous allez vivre en collectivité. Après, si le fait d'être, enfin, vous arrivez à le gérer, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Désolée, ça bouge encore beaucoup, donc je vais essayer de pas. Une question de Sébastien. Y a-t-il assez de psy pour gérer tous les militaires qui en ont besoin? C'est une question qui est compliquée, parce qu'il faudrait savoir quels sont tous les militaires qui en ont besoin. Je pense qu'au-delà du nombre de psychologues, enfin déjà dans la population civile, il y a énormément de psychologues, mais ils sont peu sollicités. En fait, le travail en soi et le travail que nous on essaie d'avoir, c'est de travailler plutôt sur les résistances qui font qu'une personne ne va pas voir un psychologue. Des gens qui ont besoin de psychologues, je suis convaincu qu'il y en a énormément. Pour autant, ces personnes-là, par rapport à leur éducation, l'environnement auquel elles ont grandi, dans l'environnement auquel elles sont présentement, font qu'elles ne vont pas se tourner vers un psychologue. Ou même qui posent la question, vous pouvez vous poser la question, tiens, j'ai déjà été très mal, pourquoi est-ce que je suis pas allé voir un psychologue? Et en fait, il faut plutôt travailler sur des résistances qui font qu'on va pas consulter un spécialiste, plutôt que le nombre de spécialistes à proprement parler, je pense. Une question d'Anaïs, qui est étudiante en sciences sociales et qui me dit que la psychologie fait partie de son programme et de ce qu'elle apprend. Et elle demande, est-ce que ce sont surtout les gradés qui ont besoin de psychologues dans l'armée ou est-ce qu'il y a d'autres métiers en soutien des troupes? Alors, non, il y a pas que les gradés, il y a pas que les gradés qui ont besoin de psychologues. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le statut militaire, ce qu'il implique, il a une surface de contact différent en fonction des différents postes qu'on va être amené à occuper, le niveau de responsabilité, et on va avoir des tensions psychologiques qui vont s'exercer de manière complètement différente. Un militaire qui est absent de son domicile 200 jours par an, qui a raté l'accouchement de sa femme, forcément, psychologiquement, ça va être compliqué et militairement. Il y a toute la légitimité à consulter un psychologue, mais un officier d'état-major qui travaille 12 heures par jour depuis 7 ans et qui est muté tous les 2 ans va avoir d'autres types de souffrances. Et en fait, tout le monde a sa place, tout le monde est légitime à avoir un suivi psychologique. Après, les métiers du soutien, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des gens qui peuvent accompagner les militaires, c'est avant tout déjà son commandement, ses camarades. Et la camaraderie, c'est vraiment une dimension qui est centrale dans ce qu'on vit et dans ce qu'on fait. Et c'est vraiment un facteur protecteur, le collectif, quand on est dans des situations difficiles. Après, il y a l'assistance sociale des armées, l'ASA, qui existe aussi, hein, qui peut accompagner les militaires qui rencontrent des difficultés. Oui, il y a plein de métiers de soutien. Après, il faudrait être plus spécifique sur une question ou une question Bien sûr. On a une question de Aude qui nous dit, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il y a eu pas mal de questions où on dit est-ce que c'est incompatible d'entrer dans les armées si on a telle pathologie ou telle, etc. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont incompatibles et qui rendent impossible le fait de devenir militaire? Il y en a, je les connais pas toutes parce qu'encore une fois, c'est des composantes médicales et il y a des degrés aussi de troubles qui font que je pourrais vous dire bah tel trouble non, il y a pas de problème, mais en fait si c'est un trouble de ce niveau-là, là oui, quand il est à ce niveau-là, c'est incompatible. Notamment tout ce qui est la vision. On peut avoir des lunettes. Après, il y a certains niveaux de myopie ou voire même limite malvoyants qui sont incompatibles avec l'engagement militaire. Pareil sur l'audition ou sur des troubles articulaires spécifiques. Mais encore une fois, je suis pas médecin spécialisé dans l'aptitude médicale et je pense que vous pouvez pas faire l'économie de faire de la démarche d'une candidature, de passer en évaluation et puis de voir si finalement c'est compatible ou incompatible. Après, je sais que les conseillers dans les SERPA peuvent contacter les antennes médicales pour répondre sur des questions très spécifiques de conditions médicales individuelles et dire bon ok, là vous avez un truc très spécifique, je sais pas, une malformation cardiaque, que sais-je. On va demander au médecin, et le médecin va regarder et dire bon là, vu le degré, ça passe, ou alors vu les caractéristiques, ça passera pas. Ok, donc ça coûte jamais rien d'aller pousser la porte d'un SIRFA et d'aller poser la question et puis de voir comment les choses se passent et puis de tenter sa chance finalement. Il faut toujours sortir de chez soi. Je trouve que par exemple,
C'est le dernier documentaire de Inoxtag là, qui a monté l'Everest. Il le dit très bien. Il faut sortir de chez soi. Il faut aller rencontrer. Il faut aller parler avec d'autres personnes. Même nous, en tant que psychologue, on se rend compte, c'est en parlant de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, qu'on arrive à mieux penser ce qui nous arrive, à débloquer des problèmes, à mieux avancer dans la vie. Parfois, juste le fait de parler, le nœud qu'on avait dans la tête, il se défait tout seul et on trouve les réponses. Et donc, sortez de chez vous, allez passer les tests et vous verrez de là ce qu'il en est. Et puis pour rebondir aussi dans l'idée d'aller parler, d'aller rencontrer, d'aller découvrir, d'aller s'intéresser, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur est-ce qu'on a besoin de ce métier dans l'armée de terre, c'est quoi le soutien, etc. L'armée de terre a des ambassadeurs qui sont aussi là pour expliquer leur métier, pour répondre aux questions, pour partager ce que eux ont vécu et qui peut être peut-être la même chose que des questions que vous posez. Et vous aussi, Guillaume, vous êtes ou sur le point où vous êtes déjà, je sais plus, ambassadeur de l'armée de terre. Donc, vous prenez aussi, enfin, vous avez aussi à cœur de partager, d'encourager, de transmettre, d'expliquer. Tout à fait. Bah, moi, quand j'ai commencé ma démarche d'engagement, on m'a dit l'armée. Je sais pas. Enfin, je pense pas être capable d'être là parce qu'en fait, j'avais une certaine image de ce que c'était qu'être un militaire. J'ai un cousin, quand je me suis engagé, il m'a dit, oh, j'aurais jamais pensé que tu deviendrais militaire. Pour moi, un officier, c'est le capitaine de l'équipe de rugby, ce qui est pas vraiment mon cas. Et pour autant, en fait, chacun peut trouver sa place aussi. Et je pense que si vous vous posez des questions sur les métiers militaires, il faut pousser la porte d'un CERFA aussi, parce que là, vous avez des gens qui ont une connaissance élargie des métiers qui existent et dont la première mission, c'est d'informer, de répondre aux questions de personnes qui sont intéressées par l'armée. Pousse la porte d'un CERFA, c'est pas tout de suite signer en bas à droite et être embarqué dans le camion. C'était avant tout d'abord avoir une information qui est éclairée, exhaustive. On s'assurera toujours que vous comprenez bien ce que ça veut dire de vous engager. On s'assurera aussi toujours que vous soyez motivé et que vous ayez bien identifié les enjeux d'un poste, la localisation, ce que ça demande, déménager, aller vivre loin de chez soi. Là, on a grandi aussi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui sont publiées par l'armée de terre qui expliquent beaucoup de métiers. Donc, si vous êtes fan de YouTube, n'hésitez pas à explorer les vidéos. Vous en avez pour plusieurs centaines d'heures. Allez-y. Il y a encore plein de questions et on arrive à la fin du webinaire, donc on ne pourra pas toutes les prendre. Il y a un point dont on n'a pas parlé. Alors, je crois qu'il y a une question un peu plus bas, mais je suis pas sûre. On n'a pas parlé des femmes. Alors, c'est bien. Ça veut dire qu'on ne se pose plus peut-être la question, mais vous confirmez, Guillaume, que il y a des psychologues féminins dans votre équipe qui sont là aussi. Que quand on est une femme, on peut partir en OPEX. On est 9 psychologues, c'est 7 femmes. Alors, dans l'armée, on parle de personnel féminin, mais 7 personnels féminins et 2 personnels masculins. Très bien. Et est-ce qu'on peut être un personnel féminin et partir en OPEX? Vous me le confirmez aussi. Et la plupart, si ce n'est tous les métiers dans l'armée de terre, sont aussi possibles pour les personnels féminins. Tous les métiers sont ouverts à candidature pour les hommes comme pour les femmes. Après, il est possible que certains critères de recrutement ou la caractéristique du métier fasse que ça attire moins de femmes. Mais il y a une vraie réflexion interne, donc, notamment avec le plan mixité des armées, qui travaille activement à augmenter les pourcentages de femmes par spécialité, d'essayer de comprendre aussi pourquoi les femmes ne postulent pas dans tel type de métier ou postulent plus dans tel autre. Pour vous dire, par exemple, je reviens du 132e régiment d'infanterie cynotechnie, donc c'est les maîtres chiens. Entre un personnel sur 4 ou un personnel sur 5 est une femme. Donc c'est très très important. Je crois que c'est un des régiments les plus féminisés de l'armée de terre. Vous avez aussi le régiment médical où il y a énormément de secouristes, de brancardiers, et donc qui sont du personnel féminin. Là, je vois, on dit, j'ai jamais vu de femmes dans les forces spéciales. Si, il y a des femmes dans les forces spéciales. J'ai visité à plusieurs reprises des régiments des forces spéciales. Alors, c'est peut-être pas des éléments intégrés de ce qu'on appelle de STIC, action spéciale, qui est projeté dans la profondeur. Je suis meneur pour des raisons physiques, parce que quand on doit porter un sac de 80 kilos sur des infiltrations longue durée, les hommes sont souvent plus prédisposés à développer la masse musculaire qui est nécessaire pour ça.
Et je pense aussi qu'il y a des femmes qui sont plus attirées par des métiers du soutien. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Mais si on était une femme et qu'on était intéressé par d'autres choses, ce ne serait pas problématique. Et ça dépend de ce qu'on appelle être sur le terrain. Être sur le terrain, aller en OPEX, c'est être sur le terrain, bien sûr. Alors, j'essaye de résumer parce que on s'est dit beaucoup de choses. Dans ce qu'on a appris ce soir, l'armée, il y a beaucoup d'opportunités de formation. Énormément. Tout le monde peut partir en OPEX. Dès lors qu'il est apte médicalement et qu'il a rempli toutes les exigences de son métier. Bien sûr, mais ça, j'ai envie de dire, c'est aussi la condition première pour entrer aussi. Non, mais même en fait, tout au long de la carrière militaire, on est contrôlé sur cet aspect-là. Donc ça, c'est le premier sujet. On vient de le dire à l'instant, homme ou femme, c'est pas le sujet. Et on a énormément d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes pour encadrer et accompagner les militaires s'ils en ont besoin, que ce soit ses chefs, ses camarades ou des psychologues, des assistants sociaux, etc. On a vu qu'il y avait tout un... en tout cas, plein de personnes qui sont là quand on a besoin et qu'on peut aller consulter ou voir au besoin. Il y a quand on devient militaire, il y a c'est un vrai engagement avec des devoirs, mais c'est aussi des métiers passion, c'est aussi une opportunité d'aventure, c'est aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi du sens, c'est aussi s'engager pour son pays et c'est un métier plein de sens. Dans lequel on peut progresser, être accompagné et se développer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est un métier aussi où on peut transmettre. Vous l'avez dit, vous êtes ambassadeur, mais je crois aussi qu'on peut à un moment donné aussi enseigner dans sa spécialité et participer aussi à la formation. C'est aussi on apprend et on apprend à apprendre, c'est un automatisme. Exactement. Et il y a énormément d'opportunités et de possibilités. Et donc, du coup, ça vaut le coup de sortir de chez soi et d'aller frapper à la porte d'un CIRFA, d'aller contacter un ambassadeur. Et on vous mettra à la fin de ce webinaire la liste des ambassadeurs My Job Blesses de l'armée de terre que vous pouvez aller consulter. Et parfois, on a des clichés, on a une image de l'armée de terre qui n'est pas la réalité. Et justement, on a l'opportunité d'aller sortir de ce cliché en allant parler à ceux qui vivent l'armée de terre finalement au quotidien et qui sont les mieux placés pour en parler, que ce soit dans un CIRFA ou auprès d'un ambassadeur sur My Job Blesses. Est-ce que j'ai Ou en faisant une période militaire. Ou en faisant une période militaire aussi, qui est une autre possibilité, mais pour laquelle il faut être calé dans un CIRFA pour candidater, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Moi, j'avais commencé par une période militaire, hein, donc c'est un stage des 3 semaines, mais là, pour le coup, on vous met le treillis et on vous fait vivre par les pieds et par la tête la vie du militaire au quotidien, hein, dans l'entretien des parties communes, dans le fait de marcher au pas, chanter, faire du sport, manipuler de l'armement, ce genre de choses. Donc, c'est une expérience qui peut permettre de faire un essai sans pour autant franchir la porte. Je vois beaucoup de questions sur Et encore, excusez-moi, je vais réagir en direct. Hein. Et c'est vrai qu'on arrive à la fin du webinaire, donc on va pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions, mais la bonne nouvelle, c'est que les ambassadeurs vont pouvoir le faire. Donc moi, je vous invite à poursuivre les échanges avec les ambassadeurs. L'idée, c'était avec Guillaume de vous faire découvrir une autre manière de voir l'armée de terre, d'échanger sur des sujets dont on a moins l'occasion d'échanger d'habitude. Mais l'idée aussi, c'était de titiller votre intérêt et de vous inviter à aller continuer la démarche en parlant avec les ambassadeurs, en leur posant les questions qu'on n'a pas pu prendre aujourd'hui. Et je m'en excuse encore, mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que vous étiez nombreux à être présents, que vous avez posé beaucoup de questions et que le partage d'expérience de Guillaume vous a intéressé. Donc, que vous soyez intéressé par être psychologue, puisque j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des études dans ce secteur-là, ou par l'ensemble des autres métiers de l'armée de terre. Il y a 16 000 recrutements chaque année. N'hésitez pas à poursuivre les échanges et aller poser l'ensemble de vos questions. En tout cas, un grand merci Guillaume pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci à vous tous qui étiez avec nous ce soir.
vous donne rendez-vous à la rentrée janvier 2025, fin janvier 2025. Normalement, on a encore une super mise en avant d'un militaire de l'armée de terre qui sera avec nous et qui vous partagera son métier. Je garde le suspense, je ne vous en dis pas plus tout de suite, mais on continue ces webinaires pour vous permettre de découvrir l'armée de terre de l'intérieur grâce aux témoignages inspirants de personnes comme vous, Guillaume. Et je vous remercie à nouveau d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé votre expérience et de nous en avoir appris un petit peu plus sur l'armée de terre. Merci à tous. Bonne soirée. Le replay sera disponible dès demain, donc n'hésitez pas à aller le partager avec d'autres personnes que vous connaissez qui peuvent être intéressées. Et puis, dans quelques instants, sans que vous n'ayez rien à faire, vous allez être ramené sur MyJBSS pour échanger avec l'ensemble des ambassadeurs pour pouvoir continuer à poser vos questions. Merci à tous. Au revoir, Guillaume, et à très bientôt.